Le 9 janvier dernier, le président de la République de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, a été officiellement investi par les militants de son parti, le Rassemblement populaire pour le progrès. Le président sortant est donc candidat à sa propre succession. Âgé de 73 ans, dont 21 ans au pouvoir, le président djiboutien a annoncé en décembre dernier sa candidature pour un 5e mandat consécutif. Cette investiture devrait donner le coup d'envoi officiel de la campagne présidentielle, dont le scrutin est fixé le 9 avril prochain. Rencontre avec Alexis Mohamed, conseiller spécial du président de la République de Djibouti, pour parler des enjeux de la présidentielle, du dialogue avec l'opposition, de la sécurisation dans la région et de la militarisation de ce pays de la Corne de l'Afrique. Rencontre. Alexis Mohamed, bonjour. Bonjour. Alors, aucun autre candidat ne s'est pour le moment déclaré contre le président sortant. En 2016, Ismaël Omar Guelleh s'est imposé dès le premier tour, avec près de 87% des suffrages exprimés, contre le représentant de la coalition d'opposition Union pour le salut national, qui n'avait obtenu que 7,3% des voix. Y a-t-il un vrai dialogue, une véritable ouverture avec l'opposition ? La chose peut aujourd'hui se démontrer, ne serait-ce que par la présence, en tout cas, des partis de l'opposition au sein même du Parlement, au sein de l'Assemblée nationale, pardon. Donc, c'est un progrès sur le plan politique, c'est une volonté du chef de l'État concernant justement cette ouverture dont vous parlez. L'ouverture, elle a toujours existé. Tout simplement, ce n'est jamais à une majorité, quel que soit le pays, à structurer en tout cas l'opposition qui se trouve dans le pays. La preuve, il y a un an, le chef de l'État avait pris même l'initiative d'inviter, en tout cas au dialogue national, l'ensemble de l'opposition, alliés ou pas, etc. Donc, je pense que l'ouverture a toujours été là, le respect de la Constitution a toujours été là. Je pense que les choses avancent, mais néanmoins, comme je venais de le dire, ce n'est jamais une majorité politique de structurer en tout cas l'opposition, une opposition nationale. Donc c'est à elle-même de se prendre en charge et d'initier en tout cas les actions politiques qui s'imposent dans les cas de son projet politique. L'intégralité de l'opposition est-elle représentée à l'Assemblée nationale ? Eh bien, écoutez, de toute façon, ce n'est pas une obligation qu'elle soit représentée, puisque de toute façon, il y a les suffrages qui sont également là, d'accord, que ce soit sur le plan municipal ou législatif, etc. Donc, en tout cas, l'opposition ou ceux qui font partie de l'opposition, les partis légaux, d'autant plus, qui ont participé au suffrage des élections, et qui ont gagné, sont aujourd'hui représentés, bien évidemment. Ce n'est pas une décision du chef de l'État qui va faire le choix de qui va être à l'Assemblée nationale ou pas. Donc, le jeu se déroule de la façon la plus ouverte possible en respectant notamment les règles démocratiques de ces pays. Très honnêtement, que pense l'opinion publique du mandat du chef de l'État ? Comment les Djiboutiens jugent les progrès sur les problématiques de l'éducation, de l'emploi, avec à peu près 11% de la population active au chômage, de la santé, du logement et surtout de la gestion de la crise sanitaire liée à la Covid-19 ? Pour commencer par la fin, en ce qui concerne la gestion de la crise sanitaire, je pense que la République du Djibouti a, aussitôt en tout cas la déclaration de la pandémie par l'OMS, avait pris les initiatives qui s'imposaient sur le plan sanitaire, concernant la fermeture ou les fermetures en tout cas de l'ensemble de nos frontières également pour protéger nos concitoyens et nos invités sur le territoire national. Donc ça c'est une chose. Concernant les mandats du chef de l'État, puisque si je vous vous parliez en quelque sorte de bilan, en tout cas socio-économique du chef de l'État. Mais semble-t-il aujourd'hui, il n'y a rien ou plus rien à démontrer concernant l'ensemble des efforts qui ont été consentis lors de ces précédents mandats. D'ailleurs, les réformes continuent à se faire également sur le plan économique, sur le plan social, etc. Donc, comme vous le savez, Djibouti s'est engagé également, et c'est tout à fait légitime dans des ambitions économiques, faire de la République du Djibouti, pour faire du moins en sorte de faire de la République du Djibouti un hub régional. Et comme vous pouvez le savoir, le chef de l'État, à travers également de partenaires, a su mettre en œuvre les projets pharaoniques, qui consistaient en tout cas à développer notre économie, notamment je parle de zones portuaires multiples, les projets ferroviaires, etc. Nous allons revenir également sur le projet de l'aéroport international. Je pense qu'en tout cas, la plus grosse base pour le développement économique
qui va également protéger, en tout cas, les générations futures sont aujourd'hui là, puisqu'il faut se dire que tout ce qui est conçu aujourd'hui, c'est pas forcément qu'il y aura des retombées aujourd'hui, mais plutôt demain. Et sur quel défi majeur Djibouti va devoir avancer? En tout cas, de toute façon, dans la vie politique, c'est une question de défi. Je pense que quel que soit le pays, aujourd'hui, il est vrai que une mutation du monde est là par rapport à cette crise sanitaire qui se passe. On ne peut plus avoir de prévisions sur le long terme, mais néanmoins, les défis seront toujours là sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan de la formation, sur le plan de l'éducation, etc. Il y a un ensemble d'efforts qui ont été entrepris, nombreuses réformes ont démontré aujourd'hui de la solidité, en tout cas du projet pour la République du chef de l'État. Je pense qu'il n'y a plus de doute là-dessus. Vous aviez une belle relance économique avant le début de la crise sanitaire, effectivement, aux alentours de 8%. Tout à fait de croissance, oui, et tout cela grâce aux efforts consentis par le chef de l'État dans le cadre de notre développement économique. Mais si vous prenez aujourd'hui le rapport de cette semaine, d'ailleurs, de la Banque mondiale, a démontré le futur projection, en tout cas économie pour ce qui concerne l'économie de la République du Djibouti, qui retrouvera en 2021 une croissance à hauteur de 7%, qui a été d'ailleurs repris, un rapport qui a été repris d'ailleurs par l'agence Ecofin, me semble-t-il. Voilà, donc Djibouti se trouve en tête justement de pays qui connaîtront en tout cas une forte croissance à partir de 2021. C'est une très bonne chose. Sur le plan géostratégique, vous l'avez plus ou moins évoqué, Djibouti dispose de tous les atouts pour devenir une plateforme logistique et technologique. En court et en clair, sur quoi repose le programme Vision 2035 porté par le gouvernement djiboutien? Écoutez, nous avons décliné pas mal d'ensemble, en tout cas pour ce qui concerne ces plans d'action, en l'adoptant bien évidemment à nos réalités économiques et sociales. Je pense que aujourd'hui, sur le plan économique, les chefs de l'État, au-delà de zones portières, le gouvernement, pardon, entreprendra les actions qui s'imposent sur le plan de l'agriculture pour l'autosuffisance alimentaire, ne serait-ce que pour cela. Sur le plan infime, aux alentours de 3,9%, 4%. L'agriculture a un point infime dans l'économie du pays. Donc vous souhaitez diversifier en fait les pans de l'économie du pays. C'est même une comment dirais-je, c'est même une nécessité parce que nous avons bien vu qu'aujourd'hui, au début de la crise, la panique dans laquelle le monde s'est trouvé, à la fois sur les plans sanitaires mais également sur les plans alimentaires. Il est vrai, ce sont des questions aujourd'hui sur lesquelles on est obligé de travailler, ne serait-ce que dans le cadre de l'autosuffisance alimentaire, pour ne plus avoir justement cette dépendance. L'agriculture est une priorité, l'énergie également est une priorité, comme dans d'autres domaines, même ne serait-ce que sur le plan également de l'industrialisation en termes de médicaments, par exemple. Et l'industrie tertiaire tourne autour de 17%. Tout à fait. Et donc finalement, c'est l'activité tertiaire qui occupe la majorité de l'économie du pays. Bien évidemment. Donc, la stratégie aujourd'hui est de nous concentrer justement sur cette réalité-là pour arriver à diversifier également les économies au-delà justement des services. Donc, on parle d'abord aujourd'hui la stratégie de la mini-industrialisation et au fur et à mesure que l'ensemble des projets sur l'énergie se dérouleront, nous augmenterons justement la stratégie pour finalement nous permettre d'opter pour l'industrialisation qui est quand même quelque chose d'essentiel. La diversification en tout cas se fera sur tous les plans parce que une fois qu'il y a sur le plan numérique parce que la Covid-19 a mis en relief quelque chose d'important, la gouvernance africaine. Les gouvernances africaines font face aux solutions numériques. Pour l'heure, où en est Djibouti avec l'implantation du numérique dans tout le pays? C'est assez embryonnaire, mais si nous prenons de façon générale sur le continent africain, je pense que le continent africain, c'est celui qui s'en tire le mieux. C'est là où, d'ailleurs, le génie africain s'est développé encore davantage. Et je pense que la Covid-19, en tout cas sur les continents, a impulsé
cette idée, enfin ces projets multiples sur ces plans-là. Je pense que Djibouti n'est pas des moindres. Effectivement, nous avons connu et nous connaissons aujourd'hui de jeunes génies qui ont mis en place un certain nombre d'applications, ne serait-ce que pour faire ses courses ou ne serait-ce que pour se faire livrer également, quelque chose que nous n'avions pas. Et les choses se font de plus en plus. Je pense que vous parlez d'autres pays type le projet Zipline au Rwanda, ou vous parlez vraiment de cerveaux djiboutiens qui ont, avec des startups innovantes, qui ont permis d'insuffler une dynamique sur le plan des NTIC et sur le plan numérique? Aussi, bien sûr, c'est ce que je venais de détailler. Pour ce qui concerne en fait Djibouti, effectivement, nous venons de connaître l'émergence, en tout cas, d'un génie djiboutien. Bien évidemment, ça existait, mais la Covid a donné cette impulsion et leur a donné cette visibilité. Et c'est à nous également, en tant qu'autorité, de déployer les efforts relatifs à la réussite de chaque projet. Mais dans l'ensemble, puisque vous parlez du continent africain, effectivement, l'Afrique a connu, en tout cas, grâce au Covid, cette dynamique, en tout cas, autour de l'innovation, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, en tout cas, ça fera partie de ce programme Vision 2035. Tout à fait. Chaque question, de toute façon, a sa place prépondérante dans la politique générale du chef de l'État, de l'innovation à l'énergie, de la gestion de la Covid et bien d'autres. Avec 5 bases militaires d'armées étrangères, Djibouti est un véritable nid de puissance au cœur d'une zone de tension qui suscite autant de convoitises que de questionnements. Alexis Mohamed, pourriez-vous rappeler brièvement les avantages dont dispose Djibouti? Donc, c'est vrai, Djibouti, enfin, Dieu nous a peut-être pas donné du pétrole, mais nous a fait en sorte, en tout cas, a fait en sorte que l'on soit placé à un endroit extrêmement stratégique. C'est vrai que, comme vous le savez, il y a le grand projet de la route des soies, dont Djibouti est un... Pardon? Initié par le président Xi Jinping? Tout à fait, mais que Djibouti jouera un grand rôle puisqu'il y a un grand passage, en tout cas à ces niveaux-là. Djibouti saisit également cette occasion pour arriver, en tout cas, à diversifier son économie à travers également ces projets. Je pense que le monde nous envie, en tout cas, grâce à cet endroit vraiment stratégique. Il est vrai que beaucoup de partenaires influents veulent aujourd'hui s'installer en République de Djibouti, de par sa proximité vers le nord, le sud, est, ouest. Je pense que ce sont des données sur lesquelles Djibouti cherchera en tout cas à faire en sorte de tirer son épingle du jeu. C'est ce que fait de façon très intelligente le chef de l'État. Mais cette militarisation de Djibouti peut-elle susciter d'autres tensions dans la région? Non, pas forcément. Je pense que il ne faut pas voir cela. Et donc, la République du Djibouti n'est pas militarisée, comme vous dites. Nous avons accepté les invitations de certains partenaires qui sont là, comme les Américains, les Japonais, des forces internationales, en tout cas européennes, dans le cadre de la lutte contre la piraterie. Vous avez également, bien évidemment, les Chinois qui sont là et d'autres, j'en passe. Mais nous restons, en tout cas, dans la réalité de certains besoins et la République du Djibouti n'ira pas au-delà puisqu'il ne faut pas oublier que la République du Djibouti est avant tout 23 000 mètres carrés. Donc, nous n'avons pas assez de places, nous n'aurons pas assez de places. Nous avons suffisamment aujourd'hui de partenaires qui sont là également dans plusieurs objectifs. C'est ce qui nous garantit d'ailleurs quelque part, nous, une certaine forme de sécurisation, une certaine forme de stabilité quand vous voyez aujourd'hui ce qui se passe autour de la région, dans la région du moins, etc. C'est une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, par ces conflits aigus, l'IGAD s'est tenue grâce à l'impulsion du chef de l'État à Djibouti, parce que cette conférence, ces sommets, du moins, n'auraient pas pu avoir lieu dans aucun autre pays de l'IGAD. Donc, ça renforce. Avant de parler de l'IGAD et des autres pays, enfin des pays voisins qui sont sujets à de fortes tensions, j'aimerais en revenir à la présence de la Chine à Djibouti. Quelle est la réalité de la présence chinoise à Djibouti? Ben, c'est exactement la même réalité que la présence de notre partenaire, de notre partenaire. Il est vrai que les gens se focalisent justement sur cette présence chinoise et je peux vous assurer. Et je vous remercie d'ailleurs de me poser la question et de revenir encore là-dessus. Voilà. La République de Djibouti n'applique en aucun cas, elle ne l'a jamais fait d'ailleurs, cette relation d'exclusivité avec un pays. La République de Djibouti reste
très objective. Le chef de l'État fait en sorte, en tout cas, et continue à faire en sorte à être partenaire de tout le monde, mais ne conçoit pas du tout des relations d'exclusivité avec n'importe quel autre pays. La France La peut-elle Chine, jouer un rôle face à l'offensive de la Chine? La comment? France peut-elle encore jouer un rôle face à l'offensive de la Chine? Il y a pas d'offensive en tout cas, mais c'est à chaque pays de voir ses intérêts. La France est un pays avec lequel nous entretenons des relations très historiques. C'est un pays ami aussi. Nous avons une culture et une langue également commune, il ne faut pas oublier. Mais c'est à chacun également de chercher à tirer son épingle du jeu. Donc, on ne doit pas se focaliser sur la présence d'une seule force. Nous avons des amis qui sont présents, en tout cas, sur le territoire national. C'est à chacun de jouer son rôle. Donc, après, ce n'est pas à nous de dicter ce que chaque pays doit faire. C'est à eux de savoir leurs intérêts et de les appliquer en bonne intelligence, bien évidemment, avec les autorités djiboutiennes. Vous en parliez, depuis plusieurs mois, les tensions régionales se cristallisent autour de l'élection présidentielle somalienne, prévue en février. Que pense le président Ismaël Guelleh du dossier épineux du Somaliland? Écoutez, ça, ce sont des questions internes à la Somaliland et également à la Somalie en quelque sorte. Je pense que c'est à eux de trouver la solution ou les solutions qui s'imposent pour régler justement leurs conflits internes. C'est à eux également d'énumérer peut-être les problématiques qu'ils ont, mais le chef de l'État il continuera en tout cas à jouer son rôle de comme il l'a toujours fait d'ailleurs, pour promouvoir en tout cas le dialogue. C'est quelqu'un qui est extrêmement entendu dans la région, donc à chaque fois où il y a un problème, on vient les concerter. Pareil pour ce qui concerne la question régionale, puisque vous parliez des conflits à l'instant, nos partenaires présents également à Djibouti se concertent très souvent avec les chefs de l'État, demandent également conseil. En tout cas, lui continuera à impulser ces dialogues qui s'imposent pour régler les conflits, en tout cas entre les uns et les autres. Très bien, mais j'insiste sur le Somaliland. Si l'ère Guelleh continue avec un cinquième mandat, un jour, reconnaissance officielle de ce petit pays sécessionniste autoproclamé depuis 91. Sachant que le président djiboutien a reçu, il me semble, durant une semaine entière, le président somalilandais, Moussa Bibi Abdi, et son ministre des Affaires étrangères. Le chef de l'État a toujours reçu, que ce soit les autorités somaliennes ou des gens issus en tout cas des autorités somalilandaises, comme vous le dites. Pour le moment, vous êtes en train de me poser une question sur une probable, enfin du moins d'anticiper peut-être, sur une réponse que pourrait donner le chef de l'État sur ces points-là. Je pense que actuellement la question ne se pose pas. Comme je l'ai dit, c'est une question interne en tout cas à la Somalie et à la Somaliland. Nous verrons comment la situation évoluera, mais pour le moment, il n'y a pas de position à prendre à ce que je sache. Donc, je pense qu'il y a d'autres priorités en tout cas dans la région et on laisse quand même à chacun de régler ses problèmes. Et quel rôle justement joue le président Guelleh dans les différents conflits auxquels toute la région de la Corne de l'Afrique est en train de faire face, notamment l'Éthiopie qui est au bord de la guerre civile? Je ne sais pas si vous vous en souvenez sur la question somalienne de 91, en tout cas 1991, les problèmes qui en découlèrent jusqu'en 99. Le chef de l'État, une fois arrivé au pouvoir, a été quand même le tout premier à avoir initié les dialogues, en tout cas, entre les différents acteurs à ces niveaux-là, sans avoir attendu les Nations Unies et bien évidemment avant les Nations Unies. Pardon? Référence à la conférence d'Arta? Tout à fait, tout à fait. Je fais référence à la conférence d'Arta en 2000. Il y a 20 ans, hein. Oui, oui, mais c'est quand même grâce également à cette conférence-là que la Somalie a connu son premier gouvernement depuis. Donc, il ne faut pas l'oublier, c'est un fait vraiment historique. Donc, le chef de l'État n'a jamais baissé les bras, il continue toujours à se battre justement pour la stabilité en tout cas de la Somalie comme de la région. Le chef de l'État en tout cas conçoit le dialogue comme une priorité et c'est ce qui permet aujourd'hui peut-être d'apaiser certaines tensions en tout cas entre certains pays. Et il est vrai que donc comment jaugez-vous la qualité des relations avec par exemple le président érythréen et le président de Djibouti?
Vous savez, il n'y a pas de problème particulier entre les deux pays, à part la reconnaissance, en tout cas, de notre intégrité territoriale. C'est une question sur laquelle, en tout cas, le chef de l'État ne dérogera pas. Mais sinon, d'un point de vue idéologique ou politique, nous n'avons aucun problème avec l'Érythrée, comme avec aucun autre pays. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle Djibouti est préservé, en tout cas, par rapport à ces conflits qui se passent dans la région. Nous sommes un des pays stables de la région. Nous sommes un des pays également les plus sécurisés, comme vous le savez. Donc, nous essayons toujours de régler les problématiques par le biais du dialogue. Et c'est ce que le chef de l'État a toujours fait. Alexis Mohamed, merci. C'est moi qui vous remercie.